Alors voilà pour les objectifs pour le moins ambitieux de la loi de transition énergétique, un texte qui était né d'ailleurs du Grenelle de l'environnement, qui a été longuement mûri, débattu. Il est en application depuis 3 ans. Marie-Christine Prémartin, est-ce que vous considérez qu'on est sur la bonne trajectoire? Est-ce que les choses sont bien engagées ou est-ce que ça patine? Je ne dirais pas que ça patine. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont donc en passe d'être atteints, mais il est certain qu'il faut encore un peu de temps. Aujourd'hui, donc la trajectoire, vous l'avez dit, elle est ambitieuse, mais pour nous, c'est atteignable. L'objectif est vraiment à la fois, et la vidéo le montrait bien, de réduire les consommations énergétiques, et donc notamment en 2030 ou à l'horizon 35. Donc côté ADEME, on pense qu'il faut baisser de 30% nos consommations à l'horizon 2035. Et puis, dans la loi, il est bien prévu de doubler la part des énergies renouvelables entre 2016 et 2030, donc pour atteindre 32%. Bernard Olagne. Par rapport aux objectifs de la loi, le gouvernement est en train, passez-moi l'expression, de jouer un peu les Monsieur Plus, puisqu'on ne parle plus de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre, on parle de neutralité carbone. Donc ça, c'est un premier point important dont les travaux... Donc un relèvement des objectifs. Exactement, un relèvement des objectifs. Donc les travaux actuels au sein de la PPE, justement, visent à intégrer cette nouvelle ambition et la traduire en action, etc. Alors donc, je disais, la trajectoire, elle est ambitieuse, mais pour autant, il y a un certain nombre d'atouts qui sont extrêmement importants, et c'est pour ça que je dis que les choses bougent dans le bon sens, parce que les grandes filières de production d'énergie renouvelable, qui sont incontournables pour atteindre la transition, elles ont atteint d'une part une maturité technologique, d'autre part on constate que les gisements de toute façon sont suffisants et que les coûts sont en diminution. Et donc ça laisse quand même être assez optimiste sur une bonne partie des trajectoires, que ce soit pour les questions de chaleur renouvelable avec la biomasse, que ce soit pour l'électricité renouvelable ou pour les questions de méthanisation de gaz renouvelable avec la méthanisation par exemple. La trajectoire, admettons, comme le disent certains, qu'on soit un peu en retard, etc., on n'est pas parti dans une logique de trajectoire linéaire. On n'a pas dit qu'on était dans une pente linéaire entre aujourd'hui et 2050. Par rapport à tout ce qui va se mettre en place, il faut considérer qu'on est susceptible, effectivement, c'est le cas notamment des énergies renouvelables, c'est le cas notamment du gaz vert, avec une accélération beaucoup plus forte entre aujourd'hui où on est vraiment dans le lancement et demain, on sera vraiment dans le déploiement. Si je prends un exemple, c'est vrai que, par exemple, sur la chaleur renouvelable, on est en deçà aujourd'hui de l'objectif. Et du coup, l'objectif qui était assigné pour 2023, on pense qu'il est atteignable, par contre, à condition, comme je disais, de donner un coup d'accélérateur pour 2028. Donc, il y a sans doute des ajustements. Dans le cadre de la PPE, il y avait des objectifs bas, des objectifs hauts. Il y a un certain nombre, sans doute, d'ajustements à faire, mais la trajectoire, il faut absolument, évidemment, la poursuivre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des ajustements, etc. On change de paradigme, comme on dit. On passe vraiment dans une logique qui est inéluctablement vers l'efficacité et la sobriété énergétique, baisse des besoins et des consommations, et le développement des énergies renouvelables, avec ensuite, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, une petite ambiguïté entre la notion de renouvelable et décarboné par rapport à une certaine énergie. Pour ça, il y a un certain nombre de conditions hyper importantes, et là c'est aussi un signe très positif, c'est qu'il faut que les signaux économiques soient favorables et à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, et c'est le cas avec la trajectoire qui a été renforcée de la taxe carbone, par exemple. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc, cette trajectoire doit encore être poursuivie donc pour 2030, puisque là, dans le cadre de la loi de finances, ça a été développé jusqu'en 2022. Optimisme quand même donc sur ce bilan triennal de la loi. Optimiste, mais je voulais quand même aussi rajouter, il y a un sujet sur lequel l'ADEME pense qu'il faut vraiment insister, c'est donc la visibilité, les objectifs, c'est la PPE, mais c'est aussi une appropriation territoriale des énergies renouvelables, et donc de travailler avec évidemment les collectivités, mais aussi d'impliquer les citoyens et de faciliter le financement participatif. C'est des choses d'ailleurs qui ont été faites, et donc ça c'est aussi des choses qui vont dans le bon sens pour permettre une transition
énergétique et écologique. Vous parliez de changement de paradigme, changement de système, de modèle. Pour étayer ce point de vue, il y a les objectifs affichés par l'État sur le nucléaire. Dans un pays où on a misé sur le nucléaire pendant des décennies, on dit aujourd'hui réduire de 25% dans des délais courts la part d'électricité nucléaire. D'abord, est-ce que ça vous semble tenable? Et ensuite, quelles conséquences cela peut avoir sur précisément le modèle et le mix énergétique, Alain Mille, sur le nucléaire? Alors, pour réduire le nucléaire, il y a deux choses. Est-ce que politiquement, on veut le réduire? Ça, c'est une première question qui n'est pas aussi claire que ça. Et puis après, techniquement, est-ce qu'on est capable de le réduire, quoi? Il est probable que pour 2025, la réponse est non. Parce qu'en fait, je pense qu'on y reviendra aussi. Quand on regarde finalement la place de l'électricité dans le mix énergétique global, comme on l'a dit tout à l'heure, l'électricité a une vraie problématique en fait en hiver. Et en hiver, le nucléaire assure une certaine base. Si on remplace ce nucléaire, si on diminue le nucléaire, il faut le remplacer par quelque chose pour faire la base. Donc soit on le remplace par des ENR électriques stockables, disponibles en hiver, et ça c'est très complexe, soit on le remplace par autre chose qui peut être soit des réseaux de chaleur renouvelables, soit du gaz renouvelable. Or, en fait, aujourd'hui, clairement, cette montée en puissance des énergies alternatives renouvelables... Qu'est-ce que c'est l'alternative à l'électricité nucléaire? Parce que ce qui est dit dans la loi, c'est qu'on ne renonce pas à l'électricité. On abaisse la part du nucléaire et on le remplace par du renouvelable. Mais qu'est-ce que c'est l'électricité renouvelable concrètement? L'électricité renouvelable, concrètement, il y a les formes principales. Alors, celle qu'on connaît depuis très longtemps, c'est l'hydraulique. Aujourd'hui, les capacités en France sont globalement saturées, donc il n'y aura pas un développement considérable de l'hydraulique. Donc on ne remplacera pas du nucléaire par de l'hydraulique? On ne remplacera pas le nucléaire par l'hydraulique. Après, les plus évidentes, c'est l'éolien et le photovoltaïque, qui produisent de l'électricité renouvelable. La difficulté de ces sources renouvelables, c'est qu'elles sont intermittentes et qu'on n'est pas certain de les avoir disponibles en plein hiver au moment où on a besoin. Donc, si vous voulez, la disponibilité de ces moyens n'est pas de 100%, et donc lorsqu'on veut remplacer 100 de nucléaire par du renouvelable, il faut construire beaucoup plus pour obtenir cette disponibilité. Alexandre Boucher? Oui, dans les scénarios qui ont été faits et communiqués récemment par RTE, les scénarios qui permettraient de remplacer rapidement le nucléaire obligent à construire des centrales à gaz, en fait, pour pouvoir pallier justement à une baisse de capacité du nucléaire. Ce qui est dans un objectif de maîtrise du CO2, quelque chose qui n'est pas envisageable si on veut justement réduire globalement le CO2. Ensuite, il y a d'autres scénarios qui sont proposés par RTE et qui proposent en effet un glissement progressif vers du renouvelable, mais qui prend plus de temps, qui n'est pas à horizon 2025. Quel que soit l'horizon de temps, est-ce qu'on peut imaginer remplacer 100% des énergies fossiles, par exemple, par de l'électricité elle-même 100% renouvelable? Le tout électrique renouvelable, Alain Mille nous a dit que c'était une chimère tout à l'heure, vous l'avez dit en creux, mais assez clairement quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez cet avis, Bernard Olagne? On voit bien que la difficulté du débat, il ne faudrait pas qu'on se fasse enfermer là-dedans, c'est qu'il y a régulièrement en France une confusion redoutable entre mix électrique et mix énergétique. Donc là, effectivement, parlons bien de la place du nucléaire, entre guillemets, dans le mix électrique, et quelles sont les alternatives pour remplacer le nucléaire. La question du mix énergétique et des solutions pour répondre aux besoins du mix énergétique... Ma question est portée sur le mix, en fait, le mix énergétique. Donc, est-ce qu'on peut miser à 100% sur de l'électricité renouvelable? Pour un profane, ça paraît assez Pour moi, j'aurais séduisant. tendance à dire, modestement, à ma place et en 2018, la réponse est non. Pourquoi? La réponse est non, pour des raisons notamment, en particulier, au-delà de la capacité de regarder en termes de puissance, de la capacité à répondre en termes de puissance aux besoins, c'est ce que vient de rappeler Alain Mille, la particularité des ENR électriques, c'est leur, alors on l'appelle intermittence, variabilité, on l'appelle comme on veut, mais au bout du compte, c'est qu'on n'est jamais sûr de les avoir à disposition quand on en aura besoin. Et il y a une courbe de puissance qui est éloquente là-dessus, qu'on va voir et que vous allez pouvoir nous commenter d'ailleurs si vous voulez. Il faut bien qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire qu'il y a, et c'est pour ça que l'association Coenov, son ADN, c'est véritablement la complémentarité des énergies, il y a un certain nombre d'énergies dont la complémentarité doit permettre de répondre aux enjeux, parce que chacune
a ses atouts, ses limites, et il faut surtout, je suis désolé non, mais je vous en prie. Je suis désolé éventuellement La courbe, on l'a à l'antenne, si vous pouvez nous la commenter. En fait, ce qu'elle montre très clairement, c'est la saisonnalité des consommations. Alors, elle montre deux choses, enfin plusieurs choses. Effectivement, sachant que vu d'ici, je précise, en bleu, les différentes nuances de bleu, comme on dit, ce sont les différents modes de production d'électricité. Le bleu plus foncé, c'est le nucléaire. Au-dessus, vous avez l'hydraulique, etc. En vert, c'est le gaz. Et en ocre, vous avez la somme de ce qui est fuel, le réseau de chaleur, propane, bois, etc., le reste. On voit donc là-dessus très rapidement, d'une part, comme vous le soulignez, l'extrême amplitude entre l'été et l'hiver, ce que l'on appelle la thermosensibilité du mix énergétique, un rapport de 1 à 4 aujourd'hui, entre la pointe et la basse saison. Et puis ensuite, on voit la part des différentes énergies, et on voit surtout, là, la courbe qui a été là, elle est le fruit d'une étude qui avait été réalisée justement par iCube à la demande de GRDF. On regarde l'analyse des puissances maximales hebdomadaires sur la période 1er avril 2016, 31 mars 2017. Donc ce n'est pas il y a 10 ans, hein, c'est du tout récent. Et quand on regarde ça, si on se focalise notamment sur la pointe, c'est-à-dire vers le mois de janvier 2017, période de froid, grosso modo, on voit que l'électricité a permis de couvrir à peine plus de 30% des besoins en puissance appelés cette semaine-là. Le gaz, grosso modo, 45 à 50%, et donc le reste avec les autres énergies. Et pourtant, tout le monde se souvient des appels à la maîtrise des consommations et des appareils électriques dans cette période. Et j'aurais tendance à dire tout ça pour 30% des besoins. Donc, envisager, comme certains le font, une électrification massive sur l'ensemble des usages, on voit qu'il y a d'une part, il y a du chemin, et surtout, il y a d'autres solutions pour y parvenir que de vouloir tout miser sur l'électricité. Le sujet, il est là, hein, c'est l'élasticité, l'hyper-élasticité des consommations, alors que par ailleurs, la production électrique, elle est linéaire, et qu'en plus, les énergies renouvelables solaires notamment, eh bien, on produit à des moments où on ne consomme pas. Même si la courbe qui a été montrée, on est bien d'accord, c'est du 2017, et même si on peut envisager que dans une logique de réussite de tous les efforts de rénovation, etc., il va y avoir une baisse des besoins, et donc cette pointe va s'écraser un peu plus qu'aujourd'hui, mais il restera toujours des besoins thermiques, donc par définition, qui doivent être satisfaits de manière très rapide, avec des énergies puissantes et disponibles à satisfaire. Marie-Christine Tremertin. Oui, plusieurs choses. En effet, par rapport à ce que disait Bernard Olagne, en effet, là, on pense quand même que le profil va un peu, j'allais dire, s'étaler, se glisser, parce qu'il y a des besoins énergétiques en été qui deviennent de plus en plus importants par rapport notamment à la climatisation. Il y a quand même un certain nombre de choses aussi qui sont pilotables. Donc vous avez sans doute que l'ADEME a publié en 2015 une étude justement qui était une étude exploratoire. Donc ce n'était pas un scénario, ce n'était pas une trajectoire, mais pour voir si un mix 100%, donc un mix électrique 100% renouvelable était possible. Alors, l'idée était, ou en tout cas, un mix très énergie renouvelable. Donc, on a regardé, donc c'était à l'horizon de au moins 2050, hein, mais évidemment, ça, c'est possible à condition, mais de toute façon, d'une manière générale, la transition, elle ne sera possible que si on réduit les consommations. Donc, dans une hypothèse de réduction des consommations, on arrivait à répondre avec un mix énergétique électrique entre 80 et 100% éventuellement renouvelable, à répondre à toute heure de l'année à la demande. Mais pour ça, ça suppose, outre la maîtrise des consommations, ça suppose de pouvoir jouer aussi sur de l'effacement, éventuellement du stockage. C'est vrai que les énergies renouvelables, certaines énergies renouvelables sont, j'allais dire, pas intermittentes, mais variables. En tout cas, on préfère dire ce mot-là côté ADEME. Mais pour autant, il y a des choses, et certainement que le système électrique va s'adapter en intégrant de plus en plus d'énergies renouvelables. Mais je voulais juste encore ajouter une chose, c'est que ce qui est assez amusant, ou enfin intéressant ou symptomatique lorsqu'on parle des problématiques d'énergie, c'est qu'on parle énergie, on file électricité et nucléaire. Or, il faut quand même bien se rendre compte, et je reviendrai justement sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la moitié de la consommation d'énergie se fait sous forme de chaleur. Et donc, si on est là pour dire comment on décarbone les consommations, il y a évidemment les questions à la fois sur le résidentiel, sur la mobilité. Et les objectifs vis-à-vis de la PPE, ils doivent être très importants sur la production de chaleur renouvelable.